Comme je l'ai dit, et je ne cesserai pas de répéter ces citations tout au long de cette série, et particulièrement et dans ce thème, les poètes haïtiens de la négritude avant Césaire et Senghor. Voici ces citations. Haïti est là où la négritude s'est mise debout pour la première fois, dit Aimé Césaire dans son cahier de retour au pays natal. Le mot de la négritude est tardif, mais les facteurs qui aident à le définir se trouvent en Haïti depuis plus de 100 ans. Dit Ghislain en 1977 dans son livre « Littérature haïtienne, littérature française ». Mais peut-on parler de l'état politique d'Haïti, l'avenir des Antilles et de la race noire en Amérique sans arrêter sa pensée sur l'Afrique? C'est à l'Afrique, notre mère, que nous devons la couleur qui est encore, aux yeux de quelques nations, l'emblème de l'infériorité. Ainsi, l'Afrique doit être l'objet de tous nos vœux, de tous nos souhaits et de toutes nos espérances. C'est donc heureuse terre que nous devons prier, parce que dans son sein se trouve la cause de la répulsion, du dédain dont ses descendants sont frappés dans le monde. Haïti, fille aînée de l'Afrique, considère son histoire et sa civilisation comme la première page de l'histoire de la réhabilitation de sa race. Elle doit donner l'exemple en renouvelant sans cesse ses réclamations pour la civilisation de l'Afrique devant le Congrès des Nations appelé à faire de l'humanité une grande famille de frères. Dit Beauvais-Lespinasse dans son livre « Histoire des affranchis de Saint-Domingue », tome 1er. Vie, prospérité, santé à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un poète haïtien de la négritude qui existait en Haïti avant Aimé Césaire et avant Léopold Sédar Senghor. Mais avant cela, tel que l'on a fait dans les vidéos précédentes, et on fait toujours une petite anecdote avant d'entrer en matière pour positionner les esprits. Maintenant, on trouve qu'il est hyper important de rappeler aux frères panafricains contemporains qui militent pour la liberté des peuples africains, ce qu'est et ce qu'était Haïti dans la lutte de la libération de tous les hommes ayant du sang africain dans ses veines. Et pour tout esprit objectif qui connaît l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, et particulièrement l'histoire d'Haïti. Haïti, et selon toutes les données, Haïti était ce qu'est l'Égypte dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Ça, on peut faire cela devenir un adage. Haïti était ce qu'est l'Égypte dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'Égypte dans la pensée de Cheikh Anta Diop? L'Égypte dans la pensée de Cheikh Anta Diop est et était la démonstration du génie nègre, la fierté des Noirs, terre à quoi le monde doit sa civilisation et ses sciences. Mais il faut poser la question, comment considérait-on le noir avant les démonstrations de Diop sur l'Égypte? C'est une belle question. Comment considérait-on le noir avant les démonstrations de Diop sur l'Égypte? À quoi on peut répondre? On peut le constater soi-même. Même après le colloque du Caire, de nos jours encore, certains leucodèmes de mauvaise foi continuent à croire que l'Égypte
était un pays des Blancs et que ce fut ces derniers qui ont civilisé le monde. Maintenant, on peut constater avec cette persistance dans l'improbité un débat international qui était penché du côté des Africains. Malgré tout, on continue à proférer des mensonges. Et cela était pire avant Diop. Cela était pire avant le colloque du Caire, bien avant Diop. Et Volney, qui était un fervent disciple des Champollion les jeunes, et selon l'aveu même d'Anténon Firmin, avait nié sa position aux États-Unis sur l'Égypte. On n'a pas besoin de citer ces paroles ici. Mais en gros, il dit que l'Égypte était un pays de nègres et que ces nègres avaient civilisé le monde. Ça, c'est la pensée de Volney. Et cela veut dire que la question de l'origine nègre de la civilisation égyptienne n'était pas close et était loin d'être résolue. Et tel que l'on vient tout juste de le dire, même après le colloque du Caire, après le nombre de démonstrations au tableau noir de Cheikh Anta Diop et des professeurs Théophile Obenga, l'école égyptologique occidentale, regroupant en son sein des sophistes, continuant à mentir sur la genèse, sur l'origine nègre de la civilisation égyptienne sciemment. Mes amis, à cette époque, l'histoire de l'Afrique impériale n'était pas connue. L'histoire de l'Afrique impériale n'était pas connue. Tous pensaient généralement que les nègres n'étaient et n'est jamais rien dans l'histoire de l'humanité. Le fait de l'arracher de sa terre natale pour le faire esclave et chrétien était le plus grand bien qu'on puisse faire pour le sauver de sa barbarie innée. C'était la conception. Ça veut dire, les esclavagistes à l'époque pensaient qu'ils faisaient un bien en arrachant un Africain de sa terre natale. C'était la position parce que le noir n'était rien dans l'histoire du monde. Donc, de cet effet, il n'y avait autre lieu de démonstration du génie nègre sur le globe à ce moment-là qu'Haïti. Il n'y avait pas d'autre lieu de démonstration. Pour montrer que le nègre peut se gouverner lui-même politiquement, on se tourne vers Haïti. Pour montrer qu'il peut être intellectuel, on se tourne vers Haïti. Parce qu'à cette époque, évoquer l'Égypte, l'Éthiopie, Carthage étaient des rêveries. Et presque toutes les voix des savants européens qui font autorité unanime dans le monde scientifique étaient contre la thèse de l'Égypte nègre. Et mes amis, et vous qui connaissez l'histoire, vous pouvez le constater vous-même. Je ne mens pas. J'ai dit la vérité sur la matière. Dans ce sens, dans la démonstration anthroposociologique, on évoque Haïti. Haïti était ce que l'Égypte est dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Ça, c'est clair. Même Anténon Firmin, pour défendre sa thèse dans son temps, n'évoque non seulement l'Égypte et l'Éthiopie, il évoque également Haïti. C'est ainsi qu'un chapitre de son chef-d'œuvre de l'égalité des races humaines s'intitule Égypte, Éthiopie et Haïti. Et les premiers pays, Égypte et Éthiopie, pour l'Antiquité et Haïti pour la modernité. Et dans un autre chapitre titré L'évolution de la race noire en Haïti, Anténon Firmin déclare ouvertement. Il dit, comme je veux donner à la démonstration de la vérité scientifique que je défends ici tout le poids d'une méthode rigoureuse, je me renfermerai toujours en Haïti pour tirer les exemples qui doivent corroborer et justifier les différentes positions ci-dessus établies. De cette manière, cette seule petite république haïtienne placée comme une épave brillante dans l'archipel des Antilles aura suffi pour résoudre la question de l'égalité des races dans toutes ses principales ramifications. Ça, c'est une parole d'Anténon Firmin et il dit vrai.
Et dans ce chapitre, il cite une foule d'intellectuels haïtiens excellés dans toutes les branches du savoir de l'époque pour montrer que les Noirs sont capables des sciences. Haïti était une démonstration de l'époque. Et ce qui est surprenant en tout cela est que beaucoup de ces Noirs n'ont jamais été à l'école. Ils s'éduquent et s'instruisent eux-mêmes. Nous pouvons frapper la poitrine. Nous ne devons rien aux Blancs. La civilisation noire a repris naissance de l'autodidactie noire. Dans le monde noir, il y a des autodidactes ça et là, comme Frédéric Douglass et tant d'autres. Mais la renaissance de la civilisation des Noirs commence avec Haïti, a été né de son propre génie. Ceux qui bâtissaient la civilisation haïtienne apprenaient à lire et à écrire par eux-mêmes. Ils étudiaient le droit, la chimie, la médecine, l'architecture par eux-mêmes. Écoutons les témoignages de l'un d'eux, Baron Dévasté. Lui-même, il déclare, il ne savait ni lire ni écrire, il apprenait à lire, à écrire par lui-même dans son livre, Le système colonial dévoilé. Maintenant, écoutons témoignage dans un autre livre. Écoutons. C'est une longue témoignage. Il y a 25 ans que nous étions plongés dans l'esclavage et la plus complète ignorance. Nous n'avons aucune idée du bonheur, aucune sensation forte. Nos facultés physiques et morales étaient tellement abruties sous le poids de l'esclavage que moi-même qui écris ceci, je croyais que le monde finissait là où ma vie pouvait s'étendre. Mes idées étaient tellement bonnées que les choses les plus simples m'étaient inconcevables. Et tous mes compatriotes étaient aussi ignorants et même plus que je l'étais s'il est possible de l'être davantage. Aujourd'hui, les places civiles, administratives et militaires du royaume ne sont occupées que par des Haïtiens, puisqu'aucun étranger ne peut exercer des fonctions publiques à Haïti. L'impérieuse nécessité a tout fait. La plupart se sont instruits par le secours des livres. J'en ai connu parfaitement plusieurs qui ont appris à lire et écrire d'eux-mêmes sans le secours des maîtres. Ils marchaient avec les livres à la main. Ils interrogeaient les passants sur leurs réponses s'ils savaient lire. Ils les priaient de leur dire ce que signifiait tel signe ou tel mot. C'est ainsi que plusieurs sont parvenus à savoir lire et écrire sans le secours de l'éducation. Quoique déjà avancés en âge, ils sont devenus notaires, procureurs, avocats, juges, administrateurs et ont étonné le monde à la cité de leur jugement. On peut donc juste présumer quels hommes ils eussent été s'ils avaient eu tout le secours et tous les moyens que donne une éducation classique. D'autres sont devenus peintres, sculpteurs d'eux-mêmes et ont étonné les étrangers par leurs ouvrages. D'autres sont devenus architectes, mécaniciens, tisserands et ont fabriqué et ont tous réussi dans leurs essais. D'autres enfin ont exploité des mines, des soufres, fabriqué du salpêtre et d'excellentes poudres à canon dans des moulins et des établissements semblables à ceux de l'Europe, n'ayant eu pour tout secours que des livres de chimie et de minéralogie pour les guides. Mes amis, quel génie! Et sur la question militaire, il dit ceci dans le même témoignage. Dans nos premières années, nos idées sur la guerre étaient extrêmement bornées. Nous ne connaissons pas l'usage des armes à feu. Nous allions au combat pêle-mêle, sans ordre, armés avec des bâtons ferrés, des sabres de bois, des broches
des cercles, des barriques façonnés en guise de sable. Nous nous précipitons en masse sur le canon de l'ennemi. Des milliers d'Haïtiens périssaient, victimes de leur courage et de leur témérité. Aujourd'hui, notre propre expérience, jointe à celle que nous avons acquise, nous rend dans une proportion incomparablement plus forte, sous tous les rapports possibles que nous l'étions auparavant. L'art de la guerre nous est devenu familier. Les sièges que nous avons faits ou soutenus, les citadelles et les places fortes que nous avons construites démontrent suffisamment les progrès que nous avons faits dans l'attaque et la défense des places. Nous cultivons les mathématiques. Nous avons une fonderie royale de canons, bombes et boulets d'établis. Nos artilleurs, bombardiers et canonniers sont excellents. Nos grenadiers et chasseurs, pour un assaut, les disputeraient aux meilleures troupes du monde pour les embuscades et harceler l'ennemi. Tous ces témoignages se trouvent dans le livre des barons dévastés titré Réflexions politiques sur quelques journaux français. Et certains historiens disent que beaucoup de soldats de l'armée indigène qui faisaient l'indépendance n'acceptaient pas de se conformer aux principes qui sont semblables à ceux de l'armée européenne. Ils adoptaient l'armée traditionnelle africaine des tribus de l'Afrique. Mes amis, j'ai dit tout cela pour dire que nous ne devons rien aux Blancs. Nous n'avons aucune redevance. Nous n'avons aucun compte à rendre. Nous devons tout à nous-mêmes sans le merci d'aucun sauveur blanc. Nous avons chassé les Français selon notre propre génie racial. Et nous avons fondé une société par notre autodidactie. Les dirigeants noirs qui ne connaissaient pas l'histoire, qui pensaient qu'ils ont une redevance envers le maître, sont des imbéciles. Si nous remontons notre renaissance à Haïti, nous n'aurons aucun merci. Nul blanc ne peut nous traiter d'ingrats parce que nous devons tout à nous-mêmes, à notre propre génie. Donc, et dans le Conseil des Nations, nous ne sommes pas une race de parasites. Nous avons inventé beaucoup de choses utiles à l'humanité. On a inventé tunnels, trains, ascenseurs, etc. Et si un blanc a inventé une chose, c'est bien. Nous avons inventé, nous aussi, pour le bien commun de l'espèce humaine. S'il y a ingratitude, elle est du côté du blanc, qui ignore que nous avons inventé la civilisation depuis en Éthiopie et depuis en Égypte. Et il ignore que nous avons inventé toutes les sciences qui font les joyaux de l'Occident et sublimer le monde. Ils ont ignoré cela. Et je vais montrer que le noir sera fier en remontant sa renaissance à Haïti, né du génie et de l'autodidactie des noirs sans le secours de qui que ce soit. Ignorant cela, ils se sentiront toujours dans l'obligation de respecter l'homme blanc. Il y aura toujours des relations paternalistes de maître avec esclaves. Ils ne nous ont pas aidés à conquérir notre indépendance. Ils ne nous ont pas à élaborer les droits, l'architecture, l'armée. Tout est né de notre autodidactie. Seulement, dans les relations des nations, l'une en point à l'autre, l'une aide l'autre. Nous avons aidé la Grèce, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique latine à conquérir leur indépendance. Mais nous l'avons conquis sans l'aide d'aucun, grâce à notre propre génie. Au début de l'humanité, nous avons créé la civilisation. Dans le monde moderne, après notre avilissement, nous avons tout recréé pour nous-mêmes par l'autodidactie. Dans l'ère de l'industrialisation du monde, nous avons inventé beaucoup pour la modernisation du monde. Nous ne devons rien à personne. Nous n'avons aucun sauveur blanc. S'il y a un respect, le blanc doit respecter l'homme noir pour son génie créateur. Parce que le blanc a développé, mais nous avons créé. Il perfectionnait ce que nous avons déjà créé.
s'il y a des relations paternalistes, ce serait plutôt nous, les pères, puisqu'au début, il n'y avait que nous. Et ce sont nous qui avons allégué au monde tous les éléments de la sociabilité. Et pour cela seulement, l'homme blanc devrait respecter l'homme noir et le considérer comme le père de l'humanité. C'est vrai. Au lieu de faire cela, on a falsifié l'histoire de l'humanité pour nous traiter comme des moins que rien. Mais l'heure de la vérité est sonnée. La vérité est maintenant devant tous. L'Occident va chuter. Et il est en train de chuter. Nous sommes à la dernière ère de la civilisation frauduleuse occidentale. Elle est maintenue par le mensonge scientifique. La vérité scientifique la chutera précipitamment. Et c'est ça. Et mes amis, nous avons fait une longue anecdote. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour encourager le travail. On va parler aujourd'hui d'un poète haïtien de la négritude qui existait en Haïti avant Aimé Césaire, avant Léopold Sédar Senghor et tant d'autres poètes de la négritude. Et n'oubliez jamais que, selon l'aveu même de Léopold Sédar Senghor, selon l'aveu même d'Aimé Césaire, la négritude a pris naissance en Haïti. Maintenant, on va parler d'un autre poète de la négritude. On va parler de Pierre Faubert. Et comme on l'a fait, et dans les autres vidéos précédentes, jetons un coup d'œil sur sa biographie. Et il était né au Caire en 1806, soit 2 ans après la guerre de l'indépendance. Et il étudiait au Collège de France. Plus tard, il devint secrétaire particulier du président Boyer. Il devint directeur du lycée national de 1837 à 1843. Il composait une pièce de théâtre sur Auger pour donner une réponse à Victor Schœlcher. Il avait laissé beaucoup de poèmes. Il a fait sentir son africanité, sa négritude dans un texte titré « Aux Haïtiens ». Et dans une strophe, il dit « Et le Dieu juste et fort, couronnant notre audace, noir et jaune à l'égal du blanc, a pu se dire enfin, je créais pour ma race une patrie avec son sang. » Et là, c'est une strophe de son poème où il a fait ressentir sa négritude. Et mes amis, dans beaucoup de livres des anciens intellectuels haïtiens, on trouvera l'expression « l'exclusion des Noirs de la famille humaine par le blanc ». Et le blanc exclut le noir de l'espèce humaine et dit que nous sommes des descendants des orang-outans, c'est-à-dire des singes. Mais nous ne sommes pas des hommes, nous ne faisons pas partie de la race humaine. C'est ainsi que le blanc a exclu l'homme noir de la famille humaine. C'est pour cela. La notion de race est fréquente dans toutes les œuvres des intellectuels haïtiens. Là, vous pouvez le constater, là, il dit que Dieu a créé une patrie pour la race noire. Et cette patrie, c'était Haïti. Et mes amis, avant de terminer, il faut se rappeler que la citation de l'Espinasse régit toute Haïti depuis très longtemps. Parce que les Haïtiens voulaient réhabiliter toute l'Afrique et toute la diaspora de l'Afrique avant la libération des pays africains. Et de cela, Léon François Hoffmann a fait cette considération dans son livre. Il a dit, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec d'une part l'ascension des pays africains à l'indépendance et les conquêtes politiques et intellectuelles des Noirs du Nouveau Monde, et de l'autre, la régression catastrophique d'Haïti depuis la prise de pouvoir de François Duvalier, les Haïtiens peuvent malaisément continuer à revendiquer le rôle de réhabilitateurs, des flambeaux de l'ethnie africaine. Et pour les contemporains de Martin Luther King,
de Desmond Tutu ou de Nelson Mandela, le leadership haïtien, étape importante dans l'histoire du peuple noir, a pour l'heure perdu sa pertinence. Et il dit ceci dans son livre Littérature d'Haïti, Léon François Hoffmann. Et je peux dire que cette conception historique de Léon François Hoffmann est erronée. Et je constate que cette conception historique est partagée par beaucoup d'Africains parce que selon leur comportement, et ils croient dans cette citation. Et je vais prouver cela. Ce sera une grande ingratitude de la part du monde entier, des Noirs du monde entier, et de la part des Africains d'accepter que la mission d'Haïti a pris fin. Donc, après avoir tenu tête jusqu'à la liberté de tous les Noirs du monde, tout cela avait un prix. Mes amis, ils ont ignoré cela. Le prix de tout cela, c'était l'exclusion du Conseil des Nations, la discorde civile, la pauvreté, l'insécurité, la misère, etc. Maintenant, l'autre phase est qu'Afrique et la diaspora noire doivent se battre pour le développement d'Haïti. Et on peut le dire. Et dans l'État fédéral africain à venir, Haïti doit être un satellite de la fédération en Amérique. Là, toucher Haïti, c'est toucher toute l'Afrique et sa diaspora. Et si les panafricains n'acceptent pas cela, ils seront en contradiction avec la Mahat et ils ne pourront pas réussir l'élite. Parce qu'on ignore la première pluie qui fait pousser les plantes. De ce fait, on doit marier l'histoire d'Haïti avec celle de l'Afrique. Marier le destin. La mission d'Haïti aura prendre fin quand l'Afrique sera fédérée. La mission d'Haïti aura quand l'Afrique sera fédérée et quand Haïti sera une branche de la fédération africaine en Amérique. Mais maintenant, Haïti, son histoire de la réhabilitation de la race noire et du continent africain n'a pas pris fin comme on le pense. Et mes amis, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour toucher plus de Noirs possible dans le renouvellement de la réhabilitation et de la civilisation et de la révolution haïtienne. La révolution haïtienne doit être connue par tous les Noirs du monde. Parce que c'est le début de la renaissance de l'homme noir.